Bonjour. Donc, je vais vous présenter l'exemple du site de Setsor, mais comme vient de le dire Stéphane, on a eu un apéritif dans la matinée. Notre intervention va s'articuler comme suit. On va parler du benchmark, puisqu'il a fait l'objet... le site de Setsor a été fourni en exemple pour le benchmark. Et puis, je vous présenterai rapidement le dispositif expérimental qui a été mis en place. Ensuite, Roxana évoquera les essais complémentaires qui sont en cours pour caractériser l'interface sol-pieux. Voilà. Alors, donc Roxana réalise une thèse CIFRE à l'école centrale de Nantes avec le soutien du comité SOL de la FNTP. Et c'est dans ce cadre qu'on a proposé le projet de Setsor comme site expérimental, ainsi que comme exemple pour le benchmark. Alors, le site de Setsor, c'est dans le 77, c'est près de la Ferté-sous-Jouarre. Il y a une station d'épuration existante qu'on voit ici en noir. Donc, on est à une centaine de mètres de la Marne, hein, donc la station existante est ici. Et on vient construire des ouvrages, un certain nombre d'ouvrages hydrauliques, un bâtiment pré-traitement et ensuite un bâtiment d'exploitation. Alors, le maître d'ouvrage, c'est la communauté de communes du pays Fer 3, qui est très sensible aux aspects environnementaux, qui a d'ailleurs lancé l'opération dans le cadre du référentiel EcoStep. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un référentiel assez exigeant en matière de développement durable. Et c'est dans ce cadre qu'on lui a proposé de chauffer et rafraîchir le bâtiment d'exploitation avec les pieux du bâtiment pré-traitement, puisque le bâtiment était sur pieux. Alors, le volet géothermique pour l'activation des pieux a été traité par les entreprises Ecom et Géothermie Professionnelle. Alors, je passe rapidement parce qu'on vous a exposé le contexte géotechnique ce matin. Donc, globalement, on a des caractéristiques géomécaniques relativement faibles, sur 6 à 8 mètres de profondeur, avec donc 3 couches qui s'intercalent avec un pendage. On verra tout à l'heure qu'on a effectivement modélisé avec des caractéristiques différentes en fonction de l'implantation des pieux pour prendre en compte ce pendage. Alors nous avons, avec Pierre-Jean Housse, qui a participé au projet, au sous-groupe numéro 2, on a modélisé l'ensemble de la structure. Et il y a donc 102 pieux, comme ça a été dit tout à l'heure, 45 pieux activés, avec 15 boucles de 3 pieux en série. Et la particularité, c'est qu'en infrastructure, vous avez un bassin d'orage qui réagit aux épisodes pluvieux. Donc quand il pleut, le bassin se remplit de 3 mètres, et quand il est en général vide en permanence. Alors, on a modélisé la structure complète, comme vous l'avez vu. Les pieux ont été discrédités en n éléments linéaires avec des ressorts dont les raideurs ont été calculées selon les lois de mobilisation de Franck et Zhao. On reste dans le domaine élastique puisque les déplacements sont très très faibles. Et on a vérifié que les résultats obtenus étaient cohérents avec ceux qu'on obtient usuellement avec des logiciels de calcul de pieux. Là, en l'occurrence, vous voyez que les courbes de charge-déplacement des pieux se confondent entre le logiciel Autodesk de robot qu'on a utilisé et Foxta. Ils sont quasi identiques. Alors, cette courbe a été réalisée avec 3 séries de pieux différents pour tenir compte du pendage, puisqu'en fait, on a pris en compte les caractéristiques avec les essais pressiométriques. Là où on avait les profondeurs les plus importantes, on a des modules qui étaient distribués différemment. Donc on a fait 2 géométries, des pieux au nord et des pieux au sud, avec des comportements différents. Donc je ne reviens pas sur ce qui vous a été présenté. Là, je vais vous donner quelques valeurs de résultats obtenus avec ce modèle global aux éléments finis. Sur 3 pieux différents. Un pieu qui est situé sous le bassin sous-radié, donc avec une raideur relativement faible, et 2 pieux sous les voiles, dont un est activé. Donc voilà les résultats. Là, c'est sous le pieu numéro 29 qui est situé sous le radier. Vous avez 2 séries donc, de 3 courbes. Donc ça, c'est l'évolution de l'effort normal le long du pieu. Là, c'est bassin vide. Donc je vous avais vu tout à l'heure que le bassin pouvait se remplir d'eau ou être vide. Donc là, vous avez l'évolution de l'effort le long du pieu, bassin vide. En pointillé,
l'évolution de l'effort bassin plein. Donc voilà ce qu'on obtient. Ensuite, on a isolé effectivement la variation d'effort liée à la charge thermique. On voit qu'en rafraîchissement, on obtient environ moins 55 kN en traction, lié en complémentaire par rapport aux charges apportées sur le pieu, lié au rafraîchissement, et 55 kN en compression. Alors ce qu'il faut voir, c'est que au milieu, ce sont les courbes de l'évolution de l'effort sans charge thermique. Donc quand on rafraîchit, on réduit de 55 kN. Quand on chauffe le pieu, on augmente de 55 kN. On voit que dans les combinaisons de service, le pieu est en traction. Quand le bassin est vide, on met en traction un certain nombre de pieux. Alors, ce n'est pas très grave dans la mesure où ici, on n'a que 35 kN plutôt, et que tous les pieux activés en fait, disposent d'une cage d'armature. Donc les cages d'armature et les efforts sont conçus et dimensionnés pour reprendre ces charges-là. Donc ça, c'est sous le radier. Ça, c'est sous le voile. C'est un pieu qui est également activé. Ce qu'on voit, c'est que, donc, même chose, bassin plein. Donc on a quand même un impact sous les voiles, hein, quand même. Non, bassin vide, bassin plein. Ce qu'on voit, c'est que l'activation géothermique énergétique des pieux conduit à 70-80 kN, alors qu'avant, on n'avait que 50-55 kN. Donc ça, c'est lié au taux de liberté plus faible puisque le déplacement est empêché. Donc ça, on le constate sur les efforts obtenus dans les pieux. Enfin, là, je vais reprendre les éléments qui ont été relevés tout à l'heure par l'exposé précédent. C'est que les pieux non activés sont impactés par l'activation des autres pieux et en sens inverse. C'est-à-dire que là, vous voyez que le rafraîchissement induit de la traction dans le pieu activé. Donc les pieux adjacents, effectivement, eux, on les a en compression. C'est ce qu'on obtient en résultat. En fait, l'impact vient en sens inverse pour les pieux qui sont non activés. Autre point intéressant à relever, c'est l'impact sur les sollicitations dans le radier. Alors là, vous avez le bassin d'orage qui est rempli. Et ici, vous avez les voiles. Ce qu'on voit, c'est que l'activation énergétique des pieux induit des moments supplémentaires de l'ordre de 17... Alors, c'est pour une variation de ΔT plus 10 degrés, moins 10 degrés. De moins 17 et plus 17 degrés en kN dans le radier. Sachant que dans l'ouvrage, lui, est dimensionné pour des moments de 110 kN. Ça veut dire que, globalement, une variation de 10 degrés dans les pieux induit une augmentation ou une diminution de 15% de sollicitation dans les moments. Et là, c'est un bassin qui est chargé avec 3 mètres 50 de hauteur d'eau. Si vous avez un radier avec des sollicitations normales de l'ordre d'une tonne-mètre, ça veut dire que la part de 17 kN sera non pas de 15%, mais peut atteindre 30 à 40%. Donc ça veut dire que quelque part, il faut toujours avoir à l'esprit qu'il faut vérifier quand même les dimensionnements et les conséquences d'activation des pieux. Voilà. Alors, les 3 pieux pour lesquels je vous ai présenté les résultats ont fait l'objet d'instrumentation. Alors, je vais un peu vous laisser sur votre faim parce que, pour l'instant, on n'a pas encore installé la PAC. La PAC sera installée au mois de novembre. Donc, on aura les effets de l'activation dans les mois qui viennent, et ça sera dans le travail notamment de Roxana dans sa thèse. Et l'instrumentation, en fait, donc bon, ce sont des pieux de 9 mètres environ de profondeur, de 420 mm réalisés à la tarière creuse avec des cages d'armature, avec les échangeurs mis en place par Géothermie Professionnelle. Alors, on a fait appel à Cerema pour l'instrumentation, qui a mis en place en fait des extensomètres à cordes vibrantes dans la gamme de 0 à 3000 micromètres par mètre, avec une sensibilité d'1 micromètre par mètre, et puis une gamme de température entre moins 20 et 80 degrés. On les a placés le long du pieu à 5 niveaux différents pour pouvoir voir la fameuse courbe de variation d'effort générée dans le pieu. Donc on a des résultats en termes de déformation et de température. Alors pour l'instant, bon,
le bâtiment n'est pas encore activé, il sera activé dans un mois. Néanmoins, il a été achevé en construction en septembre de l'année dernière. On a des retours de résultats de variation des formations et de température depuis le mois de septembre jusqu'à début mai. Alors, ce qu'on voit, on a fait une corrélation avec les relevés météo. Alors, là, vous avez les déformations en micromètres par mètre. Donc, positif, convention de signe, c'est l'extension, donc c'est plutôt de la traction et générée dans le pieu. Et puis négatif, c'est de la compression. Donc, ce qu'on constate, c'est que donc, de septembre à mars, la température diminue et on génère quand même de la traction dans le pieu. C'est une tendance. Alors, ça, pour l'instant, je dis une tendance parce que c'est en cours de dépouillement et qu'il faut valider ces éléments. Mais comme ça, à première vue, première approche, on a envie de faire une corrélation entre la variation de température au niveau de la météo et les déformations dans le pieu et les contraintes associées. Alors, on a fait un zoom parce que, vous voyez, il y a des pics quand même qui apparaissent. Alors, l'intérêt, c'est que vous avez vu, le pieu numéro 29, il est sous un bassin. En fait, on a fait la corrélation avec la pluviométrie. Il y a un certain nombre de pointes qui sont liées en fait au remplissage du bassin, liées au phénomène pluvieux. Et donc, on va dire là, il y a un tassement qui est clair, nettement visible, qui associe en fait un épisode pluvieux. Donc, du coup, on a demandé à l'exploitant de nous donner les niveaux de variation d'eau dans le bassin qui peuvent expliquer un certain nombre de phénomènes ici, qui peuvent être liés à la météorologie. Donc, on aura ce retour. Et le dépouillement va nous permettre de comprendre le fonctionnement de ces pieux avec en plus l'activation énergétique des pieux. Donc voilà, là c'est les différentes courbes en fait qu'on a selon les différents niveaux. Donc je vais passer la parole à Roxana qui va vous parler des essais complémentaires qui sont réalisés, des essais de cisaillement pour qualifier l'interface sol-pieu. Merci Richard. Donc, jusque-là, on a plutôt parlé de l'effet de la température au long du pieu, mais on n'a pas trop parlé de l'interface. Et parce que nous avons installé des extensiomètres dans notre pieu à cette sorte, le moyen de vérifier ce qui se passe à l'interface, c'est par des essais de cisaillement direct d'interface. Et on sait que le chauffage produit une dilatation dans les pieux et le refroidissement, une contraction. Et on veut voir quel est l'impact de chauffage et refroidissement sur l'interface sol-pieu. Afin de faire ça, on a procuré une machine de cisaillement direct d'interface avec laquelle on peut mesurer l'impact de la température. On peut faire des essais avec un contrainte normale imposée, volume constant et rigidité normale imposée. La machine contient une partie mécanique qui est assez classique, c'est une machine de cisaillement direct d'interface. Puis aussi une partie thermique. Un cryothermostat est lié à la partie basse de l'échantillon, un circuit fermé. On a 3 capteurs de température. Un qui est tout en haut de l'échantillon, un qui est dans le bas de l'échantillon, et un troisième qui mesure la température dans le circuit fermé. Pour voir, voilà le capteur bas qui vient juste au-dessus de l'échantillon. Dans la partie basse de la boîte, on peut mettre soit de sol, soit par exemple de béton ou d'acier. Ça dépend du type d'essai qu'on voulait faire. Pour nous, on a fait des essais sol-béton, parce que notre pieux sont en béton. Puis, une fois que l'échantillon est préparé, tout est mis dans une boîte dans laquelle on peut mettre de l'eau afin de saturer l'échantillon. Comme la plupart des pieux géothermiques sont dans des conditions saturées, c'est plus intéressant de voir ce qui se passe dans des conditions saturées. Puis le container est installé dans la machine et on peut démarrer les essais. Tout d'abord, comme on n'a pas encore le sol de cette sorte, mais c'est le but de ces essais, et pour faire des calibrages, on a fait des essais avec du sable de Fontainebleau, qui est assez bien caractérisé, qu'on connaît très bien, et c'est assez facile de voir si notre essai fonctionne correctement ou pas. Et on a fait des essais avec plusieurs cycles de température.
notamment 10. Vous pouvez voir 10 cycles de température ici. Et ce qu'on remarque, c'est en fait le fait qu'après chaque cycle, on peut voir un tassement de l'échantillon qui continue même après 10 cycles de température. On a fait 3 essais avec des cycles à 50 kPa qui correspond à 5 mètres de profondeur, à 5 kPa qui correspond à 10 mètres de profondeur et à 150 kPa qui correspond à pression latérale à 15 mètres de profondeur. Ça correspond un petit peu aux profondeurs de tuyaux qu'on fait chez Panto. Et on a observé ça. L'angle de frottement à l'interface, en fait, augmente un petit peu, mais pas d'une manière significative. Ce qu'on peut déduire est en fait le fait que les cycles de température ont un effet positif sur le sol. Ça densifie le sol, mais au final, l'angle de frottement pour sable de Fontainebleau n'est pas très impacté. Merci. Je vous passe Richard pour les conclusions. Non, alors, je ne conclurai pas. Ce que je voudrais ici souligner, c'est la nécessité effectivement d'avoir des retours d'expérience sur un certain nombre de chantiers et de proposer, quand on peut, aux maîtres d'ouvrage, d'instrumenter les ouvrages pour les aspects géothermiques pour lesquels on n'a pas suffisamment de retours. Voilà. Merci Richard et Roxana pour cette présentation effectivement intéressante sur une mesure complète là, pour l'occasion, en attendant avec impatience ces données. On a un petit peu de temps, on n'est pas en retard du tout, au contraire, pour avoir de la discussion libre pendant la période. Hein, donc on a libre à vous les questions. Pour être sûr que j'ai bien compris la fin, donc les cycles de température ont traduit un tassement du sable de Fontainebleau, assez notable, mais sans augmentation de l'angle de frottement. En fait, j'ai préparé un petit diapo complémentaire pour vous. Merci beaucoup. En fait, comme vous avez vu, la température naturelle du sol, c'est 13 degrés. Donc, j'ai commencé avec des essais à 13 degrés, que vous pouvez voir en vert. C'est 24 degrés, l'angle de frottement, l'interface sol-béton. Puis, j'ai fait des essais à une seule montée de température, puis à une seule descente de température, et puis les cycles. Et vous pouvez voir qu'en fait, la différence, c'est de 1 degré, qui est en fait dans la marge d'erreur pour ce type d'essai. Malgré le tassement Malgré le tassement qu'on peut voir, je vais revenir un petit peu. Mais si vous voulez voir, la précision de la machine, c'est de 5 microns. D'accord, ok. Donc, ce qu'on peut voir, c'est un tassement de l'ordre de grandeur de 50 de sable. Mais ce qu'on peut observer, c'est quand même qu'on voit un tassement. Et je suis maintenant en train de faire des essais à plusieurs cycles. Je fais jusque-là environ 45 et ça continue de tasser. Il n'y a pas de tendance. Enfin, cela dit, l'échelle est quand même... La tendance, c'est de continuer... Mais ça ne stabilise pas. On ne voit pas de stabilisation avec le... Je n'arrivais pas encore à la stabilisation et je suis à 45. Bon, cela dit, on mesure des microns, hein, donc d'accord. Je n'avais pas vu l'échelle. Merci. Oui, ça adoucit, ça continue à adoucir, mais au bout de 40 cycles, je n'ai pas encore vu la stabilisation. Merci. Oui. C'est concernant le choix de pas de temps entre les cycles. Donc, c'est-à-dire au moment où la température la redescend, on fait le choix de temps. Oui. Exactement, merci. Donc le choix de pas de temps concernant les cycles de chauffement ou de refroidissement. Donc c'est quelque chose qui a été choisi donc, en considérant le temps de dissipation, donc n'importe de dissipation de température, donc de l'énergie qu'on injecte. C'est quelque chose qui a été donc, calculé comme ça, pas fait donc avec un pas imposé. C'est pas imposé, c'est un choix. Le choix a été fait de manière suivante. Tout d'abord, j'ai fait plusieurs essais de calibration pour voir quand j'arrive à une température constante. Puis la deuxième approche, c'était je fais un petit calcul à l'échelle avec la taille de la boîte et avec la taille de tuyau et l'auteur de mon échantillon. Et j'ai regardé des tests de réponse thermique
Et mes essais sont constants pendant 1 heure, qui correspond en réalité à peu près 4 jours. Ça veut dire que c'est le temps pour arriver à une température, à steady state. C'est plutôt ça la logique derrière le choix de temps. Puis c'est le cas pour sable de Fontainebleau. Pour un autre sol, ça va être différent. C'est un petit peu donc, surprenant que le tassement continue. Donc, j'ai aussi fait des tests de... C'est-à-dire que c'est un tassement qui est cumulatif. J'ai fait des tests de flouage et c'est constant. Il n'y a pas un tassement pendant les tests de flouage. J'ai fait des tests de flouage pour une période plus longue que vous voyez là. Ça, c'est sur 34 heures. J'ai fait des tests de flouage sur 48 heures et c'est tout droit. Il n'y a pas cette tendance. Donc, ce que vous voyez ici, c'est vraiment l'impact de la température. Voilà. Et si vous regardez un petit peu, ok, il y a un petit peu de décalage, mais pendant le chauffage, il y a une tendance de extension. Pendant le refroidissement, tassement. Et ça continue. Je sens qu'il y a des groupes qui veulent poser des questions. J'écoute. Ça devait être parfaitement clair. Du coup, je pense qu'on peut apprécier et puis remercier encore nos interlocuteurs. Merci.